Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toujours bien. Alors, on se retrouve pour la suite et la fin de ce cours sur les notions de conscience, inconscient. Et donc, on finit la quatrième partie. Non, c'est bien ça, oui, c'est ça. Quatrième partie, on a fait le grand A précédemment, donc grand B, dont le titre s'affiche sur votre écran. Donc la conscience ne gouverne pas. La conscience ne gouverne pas. Voilà. Bon, juste avant de commencer le cours, la vidéo, petite remarque concernant le début. Je suis désolé, le début est un peu poussif et un peu long et j'ai oublié d'activer la diapo pendant les 7 premières minutes. Donc voilà, c'est un peu plus chiant, mais par contre il y a des choses intéressantes, donc prenez des notes. Et puis après ça devient plus rapide, j'ai repris le rythme. Voilà, bon cours, au revoir. Alors, premier point. L'homme ne se définirait pas par la conscience. Donc, on a vu précédemment que les problèmes de certitude concernant la connaissance de soi peuvent être provoqués par les considérations qu'on a développées sur l'inconscient. En gros, le fait de penser l'inconscient, à partir de Freud, peut commencer à nous faire douter de ce qu'on sait de nous-mêmes, puisque si, comme le dit Freud, la plus grande partie de notre vie psychique est inconsciente, ça veut dire qu'on ne se connaît pas parfaitement. C'est un exemple que j'ai essayé de vous... C'est plutôt un phénomène que j'ai essayé de vous faire comprendre avec, à travers le texte d'Alice, hein, d'Alice au Pays des Merveilles, où finalement on finit par dire à Alice qu'elle ne se connaît pas, qu'elle n'existe pas elle-même et qu'elle n'est pas réelle. C'est carrément un doute qui vient toucher la certitude a priori la plus ancrée en nous, c'est-à-dire le fait qu'on existe. Et en tout cas, ça peut être on peut voir ce texte-là d'Alice, ou en tout cas la manière dont on l'a lu, on peut le voir comme une extrapolation de ce phénomène-là, de ce phénomène qui nous fait comprendre que le fait de comprendre qu'on a une grande partie inconsciente en nous-mêmes nous fait comprendre qu'en fait on ne se connaît que très peu. Et je vous avais fait travailler d'ailleurs sur cette phrase de Socrate, hein, relatée par Platon, dans l'Apologie de Socrate, la fameuse phrase « Connais-toi toi-même ». Une sorte de précepte et de prérequis à tout début de philosophie. Connais-toi toi-même. Donc voilà, on a vu toutes ces incertitudes concernant la connaissance de soi qui sont amenées par cette considération, cette prise en considération de l'inconscient. Donc ces incertitudes, donc elles concernent en gros la question qui suis-je et ai-je conscience de ce que je suis? Ai-je accès à ce que je suis? Et donc pour le moment, tel qu'on les a abordées, c'est des incertitudes qui se comprennent à un niveau individuel, qui nous concernent personnellement en tant qu'individu. Ok? Et là, on va essayer de les envisager. On va essayer d'envisager les conséquences de ces incertitudes à un niveau plus général, c'est-à-dire un niveau concernant l'homme en général, l'espèce humaine en général. Ok? Je suis bien clair? Traditionnellement, on a vu en effet que l'homme il a été défini d'abord par la conscience ou la pensée. On a vu ça avec Descartes et on a vu que même dans des textes de Platon, qui pourtant n'évoquent que très peu la conscience, on retrouve cette idée que la pensée, l'âme, guidée par la pensée, par la raison, c'est ce qui permet d'accéder aux sphères les plus hautes de l'existence, c'est ce qui permet d'accéder au bien, à la vérité, etc. Donc voilà, traditionnellement, l'homme a été défini par la conscience ou la pensée. Et en fait, je veux bien vous faire noter que c'est particulièrement parce que l'homme était considéré
comme le seul animal doté d'une conscience que l'on se permettait de se distinguer des autres espèces. Le fait que l'on se considérait comme des animaux, comme des êtres qui avons une conscience, c'est ce qui nous permettait de nous distinguer des autres animaux. C'est un point fondamental qui nous permettait de nous distinguer des autres animaux, parce que sinon finalement, les différences ne sont que du même ordre que des différences entre d'autres espèces animales. Alors oui, il y a le langage, mais le langage, est-ce qu'il n'est pas amené par la conscience? Oui, il y a les œuvres, mais est-ce qu'elles ne sont pas amenées par la conscience? Est-ce que ça ne serait pas justement parce qu'on se considère comme des êtres conscients qu'on peut envisager que ce qu'on fait est guidé par cette conscience-là? Et donc, avec la conscience, en fait, on peut comprendre que va la connaissance, l'autonomie, la liberté de choix, la liberté d'action, donc la morale, etc. etc. Voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est que la création, l'imagination, tout ça, toutes les caractéristiques qui donnent à l'homme sa dignité en tant qu'homme, j'appuie bien sur le mot dignité, et donc qui lui permettent de se sentir, entre guillemets, je vais reprendre les mots de Descartes, mais comme maître et possesseur de la nature, ou en tout cas comme différent du reste du monde animal, et ben, c'est des caractéristiques qui sont amenées par le fait que l'homme s'est considéré comme un être conscient, et essentiellement défini par sa conscience. Donc, conscience, et là je vous ramène à ce qu'on avait dit au tout début du cours sur la conscience ici compris comme connaissance de manière très générale, la lucidité, la connaissance que l'homme a de lui-même, du monde, c'est-à-dire cette espèce de faculté de comprendre tout ce qui l'entoure, contrairement aux autres animaux. Okay, donc d'avoir accès à la justice, d'avoir accès à la morale, d'avoir accès à énormément de choses, et donc de se considérer en quelque sorte, dans ce sens-là, comme un être marqué par une sorte de lumière, de divinité. Et justement, donc, vous voyez, je pense où je veux en venir, avec des auteurs comme Nietzsche ou Freud, cette dignité, elle s'écroule. Elle s'écroule tout d'un coup, puisque on remet en cause le fait que l'homme ait accès à ces choses-là de manière consciente, justement. Freud a une phrase célèbre que je vous laisse noter, c'est « Le moi n'est pas maître en sa demeure ». Le moi n'est pas maître, M-A-I-T-R-E, en sa demeure. Donc, en fait, à partir de Nietzsche et Freud, on commence à montrer que justement, ce qu'on croit contrôler, ce en quoi on croit être, ce vers quoi on croit avoir de la connaissance, ce en quoi on croit être lucide, eh ben, c'est qu'une illusion, puisque le moi n'est pas maître en sa demeure. Il y a au contraire des choses bien plus profondes, bien plus anciennes, et surtout bien plus inconscientes, qui forment les bases de notre vie psychique, les fondements de notre vie psychique. Et donc, l'image traditionnelle de l'homme, donc cette image traditionnelle de l'homme comme maître de pensée, comme maître de conscience, eh ben, elle est renversée. Et si vous voulez, Freud, il donne une image de ça que je vais vous montrer. Donc, on récapitule. Traditionnellement, l'homme il est défini par sa conscience. Donc, j'ai mis un petit dinosaure. Hein, c'est traditionnellement, c'est-à-dire depuis la nuit des temps. Non, je vais éviter d'ailleurs dans les dissertations de dire depuis la nuit des temps. Il y en a beaucoup qui commencent leur dissertation comme ça, leur devoir comme ça. En tout cas, depuis très longtemps. On considère que l'homme est défini par sa conscience, voilà. Et donc, super, il y a une dignité humaine qui est apportée par cette vision. Parce que si on est conscient, la conscience, c'est ce qui fait qu'on est autonome, qu'on est libre, qu'on fait des choix en connaissance de cause, qu'on est lucide sur ce qui nous entoure, sur les actions qu'on est en train d'effectuer, etc., etc. C'est parce qu'on estime qu'on est maître de nous-mêmes, justement, parce qu'on a conscience de nous-mêmes, qu'on a
cette dimension à considérer qu'on n'est pas des animaux, parce qu'un animal, c'est par définition celui qui, c'est une bête, hein. Il est bête, vraiment, concrètement, c'est-à-dire il suit ses pulsions, il suit ses instincts, il n'est pas libre, l'animal. Et donc, super, petit smiley qui sourit, c'est parce qu'on a été défini par la conscience qu'on s'est toujours senti supérieur, en quelque sorte. Mais smiley qui pleure, pas cool, Freud et Nietzsche. C'est Freud et Nietzsche, je vous parle d'eux parce que bien sûr, c'est les auteurs phares pour votre programme. En fait, alors il me semble, à vérifier, mais il me semble que le terme d'inconscient, il est d'abord, pour la première fois, été utilisé par un auteur qui s'appelle Novalis. Mais en tout cas, on peut retrouver des notions qui font penser à l'inconscient, même chez Spinoza, chez Leibniz, avec les apperceptions. Bref, c'est des choses qu'on peut retrouver chez d'autres auteurs. En tout cas, ceux qui ont vraiment renversé la tendance, je dirais que c'est eux, Freud et Nietzsche. Et donc, à partir d'eux, en tout cas de manière systématique, on va commencer à vraiment comprendre que le moi n'est pas maître en sa demeure. Voilà. Et donc, j'en étais rendu à vous dire que donc l'image de l'homme, elle est l'image de l'homme traditionnelle, elle est donc renversée. Et pour illustrer ça, pour que vous compreniez mieux ça, je vais vous donner l'image que donne Freud lui-même. L'exemple qu'il donne, qui est celui de la monarchie constitutionnelle. En fait, il va comparer la souveraineté du moi au régime britannique et donc à la monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire, au sommet, on a le souverain. Pardon. Au sommet, on a le souverain. J'ai pas réussi à faire de couronne, donc j'ai mis une étoile autour de lui. Donc on a le souverain et c'est lui le roi, le chef, hein, c'est la reine d'Angleterre, et on a le peuple. Ok ? Le souverain représente le moi, le surmoi, la conscience, si vous voulez, toute la partie consciente du monde psychique, et le peuple, il représente l'inconscient, mais également en réalité le véritable pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, dans la monarchie constitutionnelle, ce que veut nous montrer Freud, c'est que le souverain, il fait figure de pouvoir, mais il n'a pas le véritable pouvoir. Le véritable pouvoir en monarchie constitutionnelle, il est détenu par le peuple, et donc par l'inconscient. Si le peuple représente l'inconscient, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le souverain est un symbole de pouvoir, il représente, mais ça serait une illusion de penser que c'est le souverain qui a le pouvoir, parce qu'en réalité, le véritable pouvoir, il est détenu par l'inconscient, par le peuple. Ok ? Donc si vous vous rappelez les schémas qu'on avait fait en classe pour délimiter un peu justement le ça, le moi et le surmoi, en gros, voilà, le peuple c'est le ça, et le souverain c'est le moi et le surmoi. Voilà. Donc ça, j'espère que ça peut vous aider à mieux comprendre cette dimension-là. Et donc, en montrant que, en réalité, comment dire, le pouvoir ou la légitimité donnée à la conscience, c'est une illusion, parce qu'en fait, on serait beaucoup plus inconscient que conscient. En gros, on croit faire des choses parce qu'on en a envie, mais en réalité, on ignore qu'il y a tout un tas de facteurs inconscients derrière qui nous poussent à faire certains actes. Et bien Freud, en montrant ça, il prétend infliger à l'humanité ce qu'il appelle sa troisième blessure narcissique. Voilà. C'est la troisième blessure narcissique de l'humanité. Vous allez comprendre ce que ça veut dire que blessure narcissique. C'est-à-dire que Freud, en fait, il dit l'homme, il a été meurtri 3 fois dans son ego
en tout cas dans les temps récents. Et la troisième fois, c'est parce que Freud dit qu'en réalité, la conscience humaine n'est pas du tout maître en sa demeure. Voilà, donc la première blessure, c'est Copernic, donc 16e, et Galilée, 17e. Donc vous connaissez le schéma, hein, c'est la révolution scientifique. En gros, on passe d'une vision du monde géocentrique dans laquelle on pense que la Terre et donc l'homme sont au centre de l'univers, sont au centre du monde, à une vision dans laquelle on dit que c'est le Soleil, donc une vision héliocentrique qui est au centre du monde. Voilà, ça vous avez dû voir ça en histoire. Et c'est donc pas la peine d'aller plus loin là-dessus. J'aimerais juste vous faire noter que ce passage-là, hein, il a été... si vous regardez en gros l'activité philosophique avant et après Copernic et Galilée, après ces découvertes-là, vous allez voir que ça a changé énormément les mentalités. Lisez Blaise Pascal par exemple, la manière dont... Blaise Pascal, c'est un bon révélateur de ça, la manière dont il montre que l'homme a perdu sa place dans le monde, dans les pensées. Il montre que l'homme repose sur rien, repose sur du vide, parce qu'avec Copernic et Galilée, tout d'un coup, on sait plus. On ne sait plus quelle est la place de l'homme dans l'univers. La religion tenait des réponses que la science tout d'un coup balaye en disant « Ah ben non, vous vous trompez, vous pensiez que vous étiez les fils de Dieu, vous pensiez que vous étiez extrêmement important, qu'il allait avoir un paradis pour vous. Non, on est juste des miettes dans l'univers. » En gros, c'est un peu le début de ce genre de pensée-là, si vous voulez. Un peu le début d'une pensée de l'infini et du vide. La deuxième blessure narcissique, c'est donc au 19e siècle avec Darwin. Pareil, je ne vais pas vous refaire le cours que vous avez dû voir, ça doit être en SVT que vous voyez ça. Darwin, donc, qui théorie de l'évolution, et finalement qui nous montre... donc déjà, encore une fois, ça contredit toute une croyance religieuse qui est celle de... J'ai pas le terme en tête, excusez-moi. Bon, ça me reviendra. De l'inverse de l'évolution. Donc, Darwin, 19e siècle, donc théorie de l'évolution, qui nous dit que finalement que l'homme est un animal comme les autres, qu'il a évolué comme les autres, et qu'on a... ce sont simplement des facteurs extérieurs, notre environnement, qui nous aurait amené à être ce qu'on est aujourd'hui, mais qui a aucune prédestination, qui a aucune grâce dans notre condition d'homme actuel. Okay, ça, c'est la deuxième blessure narcissique. Donc vous comprenez pourquoi c'est une blessure narcissique, c'est-à-dire que l'homme, tout d'un coup, avec Copernic et Galilée, il en prend un coup, il se dit « Ah, en fait, on n'est pas grand-chose ». Avec Darwin, bam, ça en remet une couche. Ah bah carrément, on descend du singe, ok, super. Ah oui, le terme que je cherchais, pardon, il vient de me revenir, c'est les créationnistes. Donc la religion qui disait que voilà, les hommes sont apparus comme ça sur Terre, Adam et Ève, ils étaient comme on est nous actuellement. Voilà, Darwin, il casse ce truc-là. Donc deuxième blessure narcissique. Troisième, donc c'est Freud, qui nous dit que, en gros, la conscience, donc cette instance dont on est si fier, eh ben, elle n'est là que pour faire figurant. Elle figure. Elle fait bonne figure, si vous voulez, mais que la réalité, c'est pas du tout que c'est la conscience qui dirige, c'est au contraire toutes nos pulsions inconscientes qui dirigent. Ok ? Et donc, bah là, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous renvoie au texte le texte assez long, là, les 6 pages de Freud que je vous ai envoyé la dernière fois sur Pronote. Voilà, où il parle justement de ça. Voilà pour ça. Bon, derrière, j'avais mis deux images de peinture
c'est plus pour illustrer qu'autre chose. Mais bon, je les ai pas prises par hasard. On a parlé de Jung la dernière fois. Sachez que ces deux peintures, en fait, c'est des peintures qui ont été faites par Jung. En tout cas, celle de gauche, c'est sûr. Celle de droite, il me semble aussi, mais j'en suis moins sûr. Et Jung, en fait, a beaucoup dessiné les visions qu'il avait. Hein, il était en fait malade psychiquement. On associerait sans doute sa pathologie aujourd'hui à de la schizophrénie, à ce qu'on appelle la schizophrénie. Il avait des visions, des hallucinations, des délires, tout ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des délires psychotiques. Et il écrivait beaucoup là-dessus, il dessinait et il peignait ses visions. Et après, quand il était plus lucide, il les regardait. Et c'est ça aussi qui lui a permis d'élaborer toutes ces théories sur les archétypes, sur l'inconscient collectif, etc. Par exemple, à gauche, vous voyez un serpent plutôt un arbre qui sort de la bouche d'un serpent, on va dire ça comme ça. C'est des symboliques qu'on retrouve dans beaucoup de religions. Le serpent, pensez au serpent de la Bible, qui est dans un arbre aussi. Dans la religion, dans les croyances indiennes, dans les Yoga Sutras, on parle de la Kundalini, hein, qui est représentée sous forme de serpent, donc l'énergie vitale qui circulerait tel un serpent en nous. Il y a eu des écrits là-dessus, sur la symbolique de l'arbre et du serpent, par exemple, qui se retrouvent dans plein de cultures, à plein de lieux différents. Voilà. Bon, c'était une petite illustration de ça, et puis à droite, on a le soleil, encore une fois. On va pas revenir là-dessus, on en a parlé la dernière fois. Bon, et ben on termine avec un dernier point, quelques critiques de la théorie freudienne, quand même, il y en a eu beaucoup. Alors évidemment, il faut savoir que vu l'impact de la théorie freudienne, hein, faut comprendre que l'importance de la psychanalyse, elle est gigantesque. C'est une véritable révolution au XXe siècle. Et pas seulement dans le domaine de la psychiatrie, même si ça a eu un impact énorme, la psychanalyse, en termes de thérapie, la théorie elle-même, elle est extrêmement importante et elle a influencé énormément de mouvements, elle a redoré le blason, entre guillemets, de la psychologie. Bref, ça a eu un impact énorme. Et qui dit impact énorme, dit aussi des critiques. Hein. C'est une théorie qui a été énormément critiquée, et pas que par des petits auteurs, au contraire, hein, il y a beaucoup de grands philosophes, de grands penseurs qui se sont attaqués à la pensée de Freud. Je vous en donne seulement deux, moi aujourd'hui, mais vous pouvez en voir plein d'autres. Il a été attaqué, Freud, sous plein d'aspects. Il y en a dont on ne parlera pas, par exemple, il a été attaqué sous l'aspect biographique. Certains auteurs prétendent que, en fait, tout simplement, il a dit des conneries sur l'efficacité de sa technique thérapeutique quand il relate sa biographie, en fait. On dit qu'il n'y a aucun fait vérifiable, on ne sait pas vraiment s'il a soigné des patients ou pas. Bref, c'est pas ça qui nous intéressera. On va plutôt s'intéresser aux critiques de la théorie en elle-même, pas de la pratique thérapeutique. Alors, pour ça, je vais vous parler de deux auteurs, donc Sartre et Karl Popper. Sartre, vous connaissez, Popper sans doute moins. Je vous ai mis leurs photos parce que quand même je trouve qu'ils ont des gueules assez incroyables tous les deux. Donc voilà, comme ça vous retiendrez mieux visuellement le propos. Donc on va commencer par Sartre. Et Sartre, alors lui ce qu'il critique chez Freud, c'est la notion de censure. Donc vous vous rappelez, on a dit que le sujet il refoulerait ses désirs afin de préserver son équilibre psychique. Donc on a les désirs qui sortent de l'inconscient et le sujet les refoule, le moi et le surmoi les refoulent. Ça, la conscience les refoule pour pas que nos pulsions aillent se confronter à l'extériorité, à la morale, à l'éducation qu'on a eue, etc. Donc voilà, pour préserver notre équilibre psychique, on refoule nos désirs. Et donc, là je récapitule encore, hein, les désirs censurés, ils constitueraient donc ce qu'on appelle l'inconscient. Et cet inconscient,
il est par définition, il est inaccessible au sujet conscient. Ce qu'on appelle l'inconscient, normalement, on n'en a pas conscience. Donc, on ne peut pas y avoir accès. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pourtant, ce que soulève Sartre dit, mais pourtant, quand on censure quelque chose, l'acte de censurer quelque chose, il suppose que le censeur, celui qui censure, il soit conscient, donc il connaisse ce qu'il faut censurer. Je ne peux pas, moi, vous dire je vais censurer tel contenu si je ne connais pas le contenu à censurer. Il faut bien qu'à un moment, ce contenu, il soit à ma conscience. Donc que je me rende compte, que je me dis, non, là, tu as mis cette vidéo, c'est pas possible, je t'interdis. Ou alors, voilà, imaginez, vous me rendez un devoir, dedans, vous mettez des choses qui ne sont pas permises, que je ne peux pas accepter. Il faut bien que je les vois au moins une fois et donc que j'en ai conscience pour dire « Ah non, ça, vous n'avez pas le droit de le mettre. » Je ne peux pas ne pas le savoir et en même temps le censurer. Vous comprenez ? Et c'est exactement ce que soulève Sartre. Il dit la censure suppose de connaître ce que l'on censure. Voilà, c'est le premier point. Et du coup, Sartre dit si la censure suppose que l'on connaisse ce que l'on censure, ça veut dire que ce contenu, en réalité, il n'est pas inconscient. C'est-à-dire qu'à un moment, il est venu à la conscience, mais simplement que nous ne voulons pas y avoir accès. Donc on l'a vu et qu'on a dit, non, moi j'ai pas envie d'y avoir accès. Mais qu'on en ait eu conscience à un moment. Et donc, pour Sartre, l'inconscience serait donc plutôt, en ce sens-là, un non-conscient, mais un non-conscient volontaire. C'est-à-dire qu'on a eu la liberté, à un moment, de dire je veux avoir accès à ce contenu-là ou je ne veux pas avoir accès à ce contenu-là. Mais pour pouvoir dire je ne veux pas avoir accès à ce contenu-là, il faut qu'on connaisse ce contenu. Vous comprenez ? Donc, voilà comment se pose la critique de la théorie freudienne pour Sartre. Donc, c'est à partir de la notion de censure qui, pour lui, n'est pas claire et qui, pour lui, en fait, montre surtout que c'est pas de l'inconscient. C'est pas de l'inconscient dans le sens où c'est quelque chose qu'on connaît absolument pas, qui est enfoui et qu'on n'a jamais vu. C'est du non-conscient, c'est des choses qui ont été conscientes mais qu'on a décidé volontairement d'oublier, de renfermer, de cacher en nous. Voilà. Donc, deuxième critique, Karl Popper, le critère de réfutabilité d'une science. Donc Karl Popper, il est moins connu que Sartre. Il n'est pas au programme, je pense, de terminale. C'est, petit point sur lui, c'est un philosophe qui s'intéresse essentiellement à ce qu'on appelle l'épistémologie. E-P-I-S-T-E-M-O-L-O-G-I-E. Et l'épistémologie, c'est, en gros, c'est toute une branche de la philosophie qui s'intéresse à la science, au discours des sciences, à la critique des discours des sciences, aux méthodes scientifiques, etc. Et donc Karl Popper, c'est vraiment une référence en épistémologie. Donc, ce que nous dit Karl Popper, premier point concernant la psychanalyse, il nous dit, bon, la psychanalyse, c'est une science d'interprétation. Ça, c'est irréfutable. La psychanalyse, c'est une science, c'est un domaine dans lequel on interprète en permanence. Freud, il interprète les rêves de ses patients. Il va nous dire, ok, vous avez rêvé d'un cheval, et ben le cheval, il représente l'amour, le désir que vous avez inconsciemment pour votre père. Vous avez rêvé de la mer, de l'océan, l'océan, ça représente l'inconscient, ça veut dire que vous êtes prêt à vous jeter dans vos pulsions la tête la première. Bref. Si vous voulez plus de détails là-dessus, je vous conseille tout simplement de lire l'œuvre très connue de Freud, qui est assez courte, qui s'appelle 5 leçons de psychanalyse, dans lequel il traite de plusieurs patients, et vous pourrez voir à quel point, justement, la psychanalyse est une science d'interprétation. Donc, voilà, ça veut dire, si on a besoin d'interpréter, ça veut dire qu'en psychanalyse, le sens de la vie intérieure, il est caché. Il est caché par des symboles, par des archétypes, par des rêves, etc. Et que le psychanalyste, lui, prétend avoir la connaissance pour décrypter la manière dont le sens est caché
dans un rêve, par exemple, dans une manière d'écrire, ou que sais-je, ou une manière de parler, ou dans un lapsus. Donc le psychanalyste prétend quelque part en savoir un peu plus que vous sur vous-même, puisque lui connaît les codes d'interprétation. Et justement, ce que dit Karl Popper, c'est qu'il dit, pour interpréter, il faut savoir comment interpréter. Et donc avoir ce qu'on pourrait appeler des grilles d'interprétation. Parce que moi, si je vous raconte mon rêve de cette nuit, si vous ne savez pas l'interpréter, et que je vous demande à chacun qu'est-ce que vous en pensez, vous allez tous avoir un avis différent. Vous pouvez me sortir ce que vous voulez, mais je vois pas comment, si je vous dis j'ai rêvé que je faisais du skate, je vois pas sur la base de quoi vous pourriez me dire le skate représente ceci ou cela. Il faut avoir des grilles d'interprétation, ça peut pas être simplement subjectif, sinon ça serait du n'importe quoi. Est-ce que nous dit Popper? Il dit ok, donc pour la psychanalyse, c'est une science d'interprétation. Pour interpréter, il faut avoir des grilles d'interprétation. Mais ces grilles d'interprétation, elles sont fournies par la psychanalyse elle-même. Donc, ce que nous dit Popper, c'est qu'en fait, il n'est pas possible de contredire la psychanalyse. Par exemple, si, imaginez, un patient critique l'interprétation qu'un psychanalyste fait de son rêve. Voilà, le patient arrive, il a un rêve, le psychanalyste lui dit vous arrivez que vous mangez une pomme, ça veut dire que vous voulez tuer votre tante. Je dis n'importe quoi, là, mais imaginons. Et le patient il dit là je suis pas d'accord avec vous, moi je sais que j'en ai pas envie, donc pourquoi vous me racontez ça? Et le psychanalyste pourra lui répondre mais monsieur, c'est parce que vous n'avez pas conscience du sens caché de votre rêve et de la symbolique de votre rêve que justement vous pensez que vous ne voulez pas faire ça, mais le rêve en lui-même est irréfutable. L'interprétation c'est ça, donc vous voulez tuer votre tante. Et donc il nous dit la psychanalyse est irréfutable. Vous comprenez? En fait, on ne pourra jamais dire à un psychanalyste qu'il a tort parce que si on lui dit ça, il pourra toujours dire qu'on ne connaît pas l'interprétation. Mais l'interprétation, elle est donnée par lui-même. Donc vous voyez, ça se mord la queue, en réalité. Donc ça fonctionne comme un circuit fermé, comme un système complètement clos, dans lequel on ne peut rentrer aucune critique, parce que toute critique que l'on pourrait faire à la psychanalyse pourrait être retournée contre nous, et le psychanalyse acculé pourrait nous dire, oui, tu critiques, mais c'est parce que, entre guillemets, tu ne connais pas. Un peu comme une science d'initié, si vous voulez. Donc il nous dit, la psychanalyse est irréfutable. A priori, vous allez me dire, super, si c'est irréfutable, c'est que c'est bien une science. Et en fait, pour Karl Popper, justement, le fait que ça fonctionne en système clos, que ce soit irréfutable, montre que ce n'est pas une science. Parce que Karl Popper, il a beaucoup écrit sur les critères de la scientificité d'un discours, et il montre que pour qu'un discours soit scientifique, il faut qu'il soit réfutable. Alors là, on va pas en parler parce que ça, c'est pas le sujet, donc on va pas trop détailler, mais en gros, ce que nous dit Popper, c'est que la science, elle est toujours obligée d'évoluer, et elle est toujours obligée, pour être science, d'être soumise à la critique. Sinon, on tombe simplement, finalement, dans une forme de croyance. Qu'est-ce qu'il y a de moins scientifique que la religion, et qu'est-ce qu'il y a de moins critiquable, en fait, que la religion, puisqu'il n'y a qu'une manière de démontrer ni que c'est vrai, ni que c'est faux. Et donc, justement, il faut pouvoir démontrer que quelque chose est réfutable pour que ça soit de l'ordre du discours scientifique. Voilà. Bon, ça, c'est peut-être un peu compliqué. Si c'est pas clair, vous me le direz. Et j'essaierai de vous rendre ça un peu plus clair. Voilà. C'est fini pour ce cours sur conscience inconscient. Et la semaine prochaine, non. La prochaine vidéo, donc on va commencer la notion de désir. Et je vous ferai une transition entre conscience, inconscient et désir à l'issue de l'introduction de cette prochaine vidéo. Voilà. Passez une bonne journée et à bientôt. Au revoir.